Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, fêtons ensemble les 30 ans en sortie cinéma, précision importante, d'un film culte des années 90 pour le cinéma français, Le Péril Jeune, deuxième long métrage de Monsieur Cédric Klapisch. Et si vous voyez le titre de ma vidéo, j'ai précisé 1994 entre parenthèses. Car oui, il a été diffusé une première fois, je crois, sur Arte, dans le cadre d'une série de films Les années lycée, dans un lycée parisien fictif. Et la Gaumont l'a repéré pour le ressortir en salle le 11 janvier 1995, avec le succès que l'on connaît, y compris par la suite en VHS. Au casting, nous avons le premier rôle, et il joue un premier rôle en plus, de Romain Duris, 20 ans à l'époque, qui avait été repéré dans un casting plus ou moins sauvage. Il n'était pas du tout destiné à être acteur, même s'il avait quand même baigné dans le milieu artistique. À ses côtés, ses 4 compères sont interprétés par Vincent Elbaz, qui lui aussi a eu une belle carrière depuis, Nicolas Koretsky, Julien Lambroschini et Joachim Lombard, peut-être moins connus ces trois-là. Tandis que du côté féminin, nous avons déjà Élodie Bouchez, très important, puisqu'elle est devenue elle aussi fort célèbre par la suite, qui interprète la future compagne de Thomasy, jouée par Romain Duris. Il y a aussi Julie-Anne Roth et Hélène de Fougerolles, dans un rôle un peu bourgeois, qui lui sied bien. Niveau adulte, on reconnaîtra Jackie Berroyer, qui joue une sorte de dealer, quelques profs interprétés par François Toumankin ou encore Hélène Médig. Puis voilà, quoi. On va pas forcément être plus exhaustif sur la liste assez remplie d'actrices et d'acteurs. L'histoire se déroule entre 1975 et 1980. 80 pour le présent, où 4 des 5 se retrouvent ensemble, et ça c'est le début du film. Il n'y a pas de spoiler, c'est annoncé d'emblée. Il en manque un, qui est mort d'une overdose. Et c'est Thomasy, le personnage donc joué par Romain Duris. Les 4 autres se retrouvent, et c'était plus trop vu depuis 5 ans, avec beaucoup d'émotion forcément, parce qu'ils assistent, enfin, ils s'attendent qu'elle accouche, mais à la naissance du fils de Thomasy, qui ne sera jamais là en tant que père, par Sophie, qui est devenue sa compagne et que l'on voit dans le film, jouée par Élodie Bouchez. Donc en attendant qu'elle mette au monde l'enfant, ils se remémorent ensemble des souvenirs, plus ou moins corrects et précis selon qui a ce témoignage, évidemment, et on va être plongé donc 5 ans avant, en 1975, les années lycée de cette bande de potes avant le bac. Donc on est en terminale, et nous avons Thomasy, Chabert, Momo, Bruno et Léon, qui font les 400 coups si on veut, et qui sont un peu anards sur les bords, même que pour rire, ils créent le gag, c'est amusant, un groupe anarchiste. Mais c'est surtout que voilà, ils ont du mal à s'intégrer dans le système, plus ou moins ça dépend, enfin il y en a un qui est vraiment à part, c'est Thomasy. Et moi j'insiste sur ce point d'emblée, c'est le seul qui n'a pas de prénom, pas énoncé dans le film, et dont on ne voit pas la famille, alors que les autres on prend le temps de développer un peu leur background. Ça c'est passionnant parce qu'on le sent complètement paumé, pour tous les sens du terme, comme s'il n'était déjà pas une identité dans ce monde qu'il rejette, ou le monde qui le rejette lui. Voilà. Et donc on va voir comment ça va se passer sur plusieurs mois. Ils vont évidemment connaître des expériences entre amis, y compris avec la drogue. Pour l'un, ça va être très 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 compliqué par la suite, fatalement. La relation avec les profs, avec l'autorité, et les amours, évidemment. Sur fond des années 70, avec la BO qui va avec. Ah, la BO. Ça, c'est l'un des grands points forts du film. Jimi Hendrix, bien sûr, qui connecte avec l'amour de l'un avec une assistante d'anglais, là. Il y a 10 Years After, pour le côté guitare, qui sera d'ailleurs le morceau final, du Barbara, du Pink Floyd sur une scène de trip absolue. Voilà, c'est très bien, quoi. Janis Joplin, et j'en passe. Et donc, on est 7 ans après mai 68. Ça aussi, c'est important. Mon rapport avec ce film est assez simple, c'est que je l'aime pas énormément en soi. Enfin, j'apprécie beaucoup ce film, mais c'est pas non plus un de mes films français cultes. Quoique, quand même, j'ai une histoire avec ce film. Quand je l'avais vu, moi, je devais avoir l'âge de ces gens-là, mais pas dans la même génération, donc fin années 90. Pas donc après la sortie en salle. Enfin, c'est une rediffusion, je suis tombé dessus, j'avais mis une VHS, je l'avais enregistré. Après, je suis jamais énormément revenu. C'est peut-être que la 4e fois que je le vois, 4-5 peut-être. Il est revenu ensuite dans mon existence quand on en discutait avec un très bon ami vers 2004-2005,
Antoine, si tu passes par là, je te salue, parce que c'était un film très important pour lui, il y avait quelques répliques et quelques scènes qui forcément revenaient dans les discussions, notamment autour du personnage de Tomasi. Et c'est vrai que, après, ça fait peut-être 15 ans que je ne l'ai pas revu, hein, ce film. Mais moi, je le trouve pertinent dans le côté témoignage et regard sur cette époque. Après, si vous cherchez une œuvre éminemment politique et profonde qui essaye de dégratiner le système et tout, non. Clapiche, il prend une distance ici, alors je ne sais pas si c'était volontaire à l'époque, il avait la trentaine, hein, mais c'est vrai que c'est pas la profondeur qu'on pourrait attendre de quelque chose comme ce contexte-là, même si on est en plein dedans. C'est-à-dire que il a le filigrane derrière suffisamment pour qu'on s'intègre et qu'on croit être dans cette époque. 1975, donc 7 ans après mai 68, certains, on va dire, idéaux commencent à vaciller déjà, même s'il y a ces groupes de jeunes étudiants qui, on va dire, pérennisent l'âme 68, avec la LCR, les jeunes communistes, donc les anards. On essaye de faire des grèves, des AG, etc. Mais on sent que c'est pas qu'on n'y croit plus, il y a une belle scène de manif dans le film. Mais on y croit un peu moins qu'avant, et surtout on entre dans un autre monde, celui des années 70, en pleine crise énergétique. C'est très important ça. Il y a même le prof d'histoire qui en parle de l'énergie. Et du coup, le chômage qui plonge la France dans la crise, et ce qui fait que il y a une autre forme de protestation. Mais, paradoxe, notamment pour le personnage de Tomasi, ouais, manifester pour qu'on ait plus de travail, mais moi j'ai pas envie de travailler, le travail je m'en fous. C'est ça aussi qui arrive à montrer que le système commence un petit peu à se mordre la queue. Mais bon, ça reste quand même, on va dire en surface, parce qu'on s'intéresse surtout au destin de ses potes, et qui n'ont pas les mêmes idéaux non plus. Ils sont assez différents de caractère, c'est ça qui est intéressant. Tomasi c'est le plus extrême en soi, et bon, on comprend que c'est compliqué, on ne sait rien de lui parce que probablement il ne veut pas que les autres sachent ce qui se passe autour de lui, donc voilà, il va quand même finir plus ou moins dans le squat, c'est pas un hasard non plus. Mais à côté de lui, vous avez des caractères, on va dire, propres aux années 70, mais même dans les années 90, c'est un peu intemporel. On a Chabert, un peu gros macho, beauf, très, très fan de sport. Il y a une scène où il essaye de réviser, mais il finit à se rêver sportif. On l'a tous fait, ça, plus jeune. Bon, ouais, quand on ne sait pas quoi faire, on se rêve un peu le héros d'une nation à travers le sport, peut-être, ok. Vous avez Momo. Momo, qui a des problèmes avec son père, qui est malentendant et muet, hein, et qui veut à tout prix qu'il soit boulanger, lui il veut pas. Donc... Mais bon, lui aussi finalement on va pas creuser plus loin. On a Bruno, lui c'est un personnage important parce qu'il est un peu fleur bleue, il joue de la guitare mais c'est compliqué quand il écoute du 10 Years After et son guitariste il se dit non, je suis pas fait pour ça. Et il va tomber amoureux donc de cette étudiante londonienne venue donner des cours là. Mais il va être un peu déçu, lui c'est voilà, ce côté romantique et il va avoir ce conflit avec Tomasi peut-être presque. Hein. Il va avoir cette forme de culpabilité aussi, mais tous ensemble ils se sentent coupables de l'avoir laissé. Et on a enfin Léon, qui lui plus timoré avec sa famille, avec le grand frère qui est un ancien 68A, hein, plus ou moins, mais qui est plus ou moins rentré dans le système, parce que pour combattre le système il faut être aussi dans le système, tout ça, bon. Il y a ces petits discours comme ça sur la lutte des classes, mais c'est très vite balayé. On sent que Clapiche, il veut justement balayer aussi. Il veut s'intéresser surtout à ce groupe de potes. Donc très différents les uns les autres. Et ça colle bien. Il y a une alchimie. Et l'alchimie, on la sent avec les acteurs qui se sont rencontrés bien avant le tournage, au moins 2 mois, et qui ont fini par être de vrais potes dans la vraie vie. Est-ce qu'ils sont toujours en contact ensemble aujourd'hui? Ça serait toujours amusant de savoir cela. Mais on sent vraiment qu'il y a des moments de scène où on n'est presque pas dans l'impro, mais on est vraiment dans la spontanéité, quoi. Il y a quand même bon, les scènes de tripes d'acide, j'ose espérer que c'est de l'acting, quand même. Mais il y a une scène à un moment où en classe, il y en a un qui charrie l'autre, parce que il a eu une aventure avec l'assistante d'anglais, là. Et à un moment, il y a une baffe qui part, comme ça, paf. On sent que c'était pas écrit dans le script, et que c'est vraiment... Donc la réaction, elle est hyper naturelle. Je pense que c'était pas prévu comme ça. Et ça c'est la magie aussi du cinéma. Là, tu sens que ça, pour le coup, ça a été fait sur le vif. Et la façon dont l'acteur qui joue Bruno là, reste impassible ou presque, avec un sourire aux lèvres après avoir donné la baffe à son camarade à côté, ça c'est fort. Mais il y en a des scènes très fortes comme ça dans le film. On pourrait en citer plein, hein, évidemment. Tout ce qui est autour de Tomasi, Romain Duris crève l'écran.
il est exceptionnel. C'est un acteur né, en fait. Le gars, il a jamais eu de formation en tant que tel, mais là, on sent qu'il est pour ça. Il est né et il est fait pour cela. Alors après, évidemment, ça lui a fait quelques limites dans certains rôles de sa carrière, peut-être, parce qu'on sent qu'il est toujours à l'instinct. Et on l'a enfermé un peu aussi dans ce genre de rôle-là, mais c'est intéressant. Moi, je l'avais vu il y a quelques mois dans Doberman, par exemple. Bon, pas une de mes grandes découvertes de 2024, ça, mais bon. Oui, je sais, passons. Oui, c'est un film qui respire une forme de liberté et de groupe de potes. Je pense que ça a été fait un peu dans cette optique-là. C'est pour ça que ça peut être en filigrane par moment sur ce qui se passe autour. Mais bon, ils essayent de survivre et de vivre ensemble au milieu de cette période-là, avec des adultes plus ou moins pénibles, que ce soit familièrement ou professionnellement parlant avec les profs. Il n'y a que le prof de maths, là, un peu bobo, un télo de gauche, New Age, qui me fait beaucoup marrer. Ce genre de prof, stéréotypement, ça existe un peu. Voilà. Je le dis, hein, dans ma carrière, j'en ai croisé, mais c'est touchant de voir ça. Je trouve que ça fonctionne bien. Il y a un côté humain là derrière. Et bon, la scène de bad trip, évidemment, qui est assez remarquable. D'ailleurs, remarquez aussi que, en revisionnant le film, on se rend compte que la photographie est travaillée dans trois tons. Le ton, donc, 1980 assez gris, où ils attendent, là, ils sont dans la vraie vie en costard, ou bien habillés, bon, bah, voilà, ils sont dans le système. Un peu plus chaud pour les années lycée. Et bah, évidemment, la photographie du bad trip, un peu en mode saturé. Bon, on comprend l'idée, quoi. Mais c'est vrai que ça nous met les ambiances. Jusqu'au bout, quoi, au final. Donc oui, c'est bien, Le Péril Jeune. C'est même fort bien. C'est peut-être l'un des meilleurs films de Clapiche. Alors, de ceux que j'ai vus, avec un air de famille aussi, qui est vraiment sympathique. Après, il y en a beaucoup qu'il faudra que je rattrape. Ça, c'est certain, du monsieur. Mais ouais, c'est un film qui est direct, qui ne ment pas beaucoup, pas du tout en fait, qui est très sincère sur la marchandise, qui du coup ne va peut-être pas assez loin sur d'autres choses, mais l'essentiel c'était ça. Montrer aussi la tragédie de quelqu'un qui n'a jamais pu s'adapter. Après le message derrière, on peut toujours le questionner. Voilà, il était inadapté, donc il finit par mourir de la drogue. Bon, un peu frontal et brutal comme message peut-être. Mais oui, le système l'a laissé tomber. Ses potes aussi se sentent coupables. Une fois dans le système, se rendre compte 5 ans après qu'au final, ils vont pleurer à un moment. Bah oui, mais ils n'ont pas pu être là, mais est-ce qu'ils pouvaient être là pour lui? Est-ce que c'était pas plutôt à d'autres gens et à ce monde autour d'être là pour un Tomasi? C'est vrai que le destin de Tomasi est triste, le film se termine sur lui d'ailleurs. Il y a plein de moments proleptiques dans le film. Un moment où il y a une scène où ils font de la méditation et tout, là, avec le prof de maths. C'est le seul qui reste endormi, allongé au sol. Enfin, le sol, il y en a un autre à côté, je crois, mais ouais, ça annonce sa mort, quoi. Mais bon, il est déjà mort, en fait, pour le système. C'est un peu simpliste comme cela, mais au final, ça marque et ça touche. Donc oui, Le Péril Jeune, c'est bien. À revoir 30 ans après. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit un film culte d'adoration pour vous, ou que vous ne l'aimiez pas. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver ce film pas forcément à leur convenance, mais ça, justement, ça m'intéresse de vous lire à ce sujet. Et je vous dis à la prochaine, ciao.